Re-salut! Bienvenue dans la deuxième partie de la mini-récup sur les calculs dans les circuits électriques. Donc, je te rappelle, c'est une mini-récup qui s'adresse aux élèves de la 4e secondaire qui sont en STE. Et l'objectif, c'est de te donner des stratégies pour résoudre des circuits électriques en série et en parallèle. Dans la première partie, je t'avais conseillé de te sortir un papier, un crayon et une calculatrice. Tu vas en avoir encore besoin dans la deuxième partie, donc garde-le encore près de toi. Dans la première partie, on a vu les stratégies et on a fait un premier exemple. Dans la deuxième partie, on va faire un deuxième exemple. Mais juste avant, je vais revenir sur les stratégies. Donc, la première chose qu'on doit faire avant de commencer à résoudre un circuit électrique, c'est de se demander est-ce que c'est un circuit en série ou un circuit en parallèle? C'est super important de le faire dès le début parce qu'on ne pourra pas utiliser les mêmes formules. Les formules qu'on va avoir le droit d'utiliser, c'est celle-ci en jaune si on est dans un circuit en série, celle-ci en rouge si on est dans un circuit en parallèle. Il faut vraiment se pratiquer beaucoup à faire des résolutions de circuits électriques parce que ça m'étonnerait vraiment que ton enseignant t'indique que celle-là, c'est circuit en série et celle-là, c'est circuit en parallèle. Il faut que tu le saches. Tu as accès aux formules, mais on ne te dit pas lequel est pour quel circuit. Donc ça, c'est super important. Ici, on a la loi d'Ohm, je l'ai mise entre les deux parce que on peut l'utiliser qu'on soit dans un circuit en série ou un circuit en parallèle, ça n'a pas d'importance. Cette formule-là est bonne pour les deux types de circuits. Le troisième truc, c'est de se faire un tableau. Dans le tableau, on retrouve le U qui est la tension, le I l'intensité du courant et le R qui est la résistance. Sur les lignes, on va avoir les données pour chacun des composants. Et généralement, on se garde la dernière ligne de la fin du tableau pour les données qui concernent la source de courant ainsi que la résistance équivalente du circuit. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à appliquer loi d'Ohm, loi de Kirchhoff, résistance équivalente, pas nécessairement dans cet ordre-là. Ça dépend de qu'est-ce qu'on t'a donné comme variable de départ. Donc, ça se peut que tu commences par une loi de Kirchhoff puis après résistance équivalente. Ça dépend vraiment. Donc, ça, c'est les stratégies qu'on a vues dans la première partie. On va être prêt maintenant à aller faire l'exemple numéro 2. Donc, pour l'exemple, on a un circuit électrique qui comprend une pile, un interrupteur et 2 ampoules. On a les informations suivantes. Donc, l'intensité du courant de la première ampoule, c'est celle-ci, est de 0,50 ampères. La deuxième ampoule, qui est celle du bas, a une résistance de 30 ohms. Et on connaît la résistance équivalente du circuit. Donc, R équivalent, c'est 12 ohms. On nous demande de trouver les valeurs de tension, d'intensité du courant, de résistance inconnue des 2 ampoules et de la source de courant. Donc, ce que ça veut dire, cette portion-là, c'est résout le circuit, trouve toutes les données possibles pour ce circuit-là. La première chose qu'on doit faire, c'est se demander c'est-tu un circuit en série ou c'est-tu un circuit en parallèle? Donc, je te pose la question. Vrai ou faux? Ce circuit est branché en parallèle. C'est vrai. Donc, s'il y a des choses qu'on va aller observer dans le circuit qui vont nous permettre de déterminer qu'on est en présence d'un circuit en parallèle. La première chose, c'est la présence de nœuds ou d'intersections, ce qui fait aussi qu'on a des boucles dans le circuit. Je m'explique. Dans ce circuit-là, on va avoir le courant qui va sortir de la borne positive, circuler dans le fil jusqu'au nœud. Ensuite, le courant se sépare, va aller alimenter chacune des 2 ampoules et revient au deuxième nœud. Une fois que le courant est tout revenu ensemble, ça va retourner à la source du côté de la borne négative. Donc, vraiment, la présence des 2 nœuds, ça vient nous confirmer qu'on est dans un circuit en parallèle. Aussi, ce qu'on appelle une boucle, c'est quand le courant circule, va aller dans la première ampoule, retourne à la source. Ça, c'est une boucle. Puis ma deuxième boucle part de la source, va à la deuxième ampoule et retourne à la source. C'est la deuxième boucle. Donc, la présence de boucles et de nœuds, ça me dit que je suis en présence d'un circuit en parallèle.
Aussi, il y a un autre petit truc qui est peut-être un petit peu moins évident parce que c'est dans le fond de comprendre comment que la résistance équivalente fonctionne. Ça peut t'aider à déterminer dans quel type de circuit tu te trouves. Donc ici, on voit que la résistance équivalente, elle est de 12 ohms. Pourtant, la résistance de une des deux ampoules, elle est de 30 ohms. Si on avait été dans un circuit en série, ce serait impossible que la résistance équivalente soit plus petite que 30 parce qu'on vient additionner la résistance de chacun des trucs pour obtenir la résistance équivalente. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Ici, dans le circuit en parallèle, on a une formule avec des fractions. C'est ça qui fait en sorte que c'est possible d'avoir une résistance équivalente de 12 ohms qui est plus petite qu'une des résistances dans le circuit. Donc, si jamais tu vois un circuit que tu n'es pas certain si c'est en série ou en parallèle, mais que tu as certaines informations concernant les résistances, puis que tu vois que la résistance est plus petite que les résistances du circuit, c'est assuré que tu es en présence d'un circuit en parallèle à cause de comment la formule fonctionne. Maintenant, tantôt, je disais que oui, c'est bien beau les formules. Normalement, tu as accès aux formules, mais on va pas te dire quand utiliser laquelle. J'ai un petit truc qui est un peu bizarre pour associer vraiment la formule de la résistance équivalente qui a des fractions pour bien l'associer au circuit en parallèle. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a aidé quand moi-même j'étais au secondaire, donc je te le partage. C'est que dans le fond, le circuit en parallèle, moi, ça me fait penser à des lignes parallèles comme dans le cours de mathématiques. Donc, des petites lignes parallèles. Puis, dans la formule de la résistance équivalente, les petites lignes de fraction, ça me fait aussi penser à des lignes parallèles. Donc, un circuit en parallèle, on va aller utiliser cette formule-là. Oh, ma flèche n'est pas belle, mais c'est pas grave. Donc, si c'est un truc qui peut t'aider, ben tant mieux. Donc, vu qu'on a confirmé qu'on est dans un circuit en parallèle, on va seulement conserver les formules qui sont pertinentes. Donc, celles qui concernaient le circuit en série, on leur dit au revoir pour l'instant. Et on va aller remplir les données qu'on connaît dans le tableau. Donc, pour la résistance équivalente, c'est 12 ohms. On le met dans le tableau. L'intensité du courant de l'ampoule 1, 0,50 ampères. Et la résistance de l'ampoule 2, c'est 30 ohms. Avec les données qu'on a jusqu'à maintenant, la seule chose qu'on peut aller trouver, c'est la résistance 1. C'est le U, on ne connaît rien pour l'instant. Le I, on connaît seulement l'intensité du courant dans la première ampoule. Donc, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose comme indice. Donc, le R1, c'est la seule chose qu'on peut trouver à date. Donc, on n'a pas le choix de commencer par ça. La formule qui va être utilisée, c'est celle-ci avec les fractions. Donc, 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, ça va te demander, là, pour aller trouver R1, ça va te demander d'isoler la variable en travaillant avec des fractions. Fait que ça peut être une formule, des fois, qui peut poser problème là, pour certains élèves. Donc, quand tu feras le calcul, vérifie que tu le fais bien comme il faut. Donc, quelle est la résistance de l'ampoule 1? Est-ce que c'est 0,050 ohms, 8,6 ohms, 18 ohms ou 20 ohms? La résistance de l'ampoule 1 est de 20 ohms. Donc, pour aller trouver la résistance de l'ampoule 1, on va utiliser la formule de la résistance équivalente. Donc, c'est 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. On va aller isoler R1, mais pour que les fractions soient un petit peu plus faciles à travailler, je te conseille d'aller remplacer tout de suite le 30 ohms puis le 12 ohms. Ça va nous faire des fractions avec des nombres plutôt qu'avec des variables, donc ça va être un petit peu plus facile. Donc ici, on va avoir 1 sur 12 ohms est égal à 1 sur 30 ohms.
J'aurais dû l'écrire après, là, mais c'est pas grave. C'est mon R1 qui va aller ici. Donc, 1 sur R1 plus 1 sur 30 ohms. Ici, on va aller isoler. Donc, je veux me débarrasser de mon 1 sur 30 ohms de ce côté-là du égal. Donc, 1 sur 30 ohms, je vais le soustraire de chaque côté. Ici, ça s'annule ensemble. Donc, j'obtiens 1 sur 12 ohms moins 1 sur 30 ohms est égal à 1 sur R1. Pour aller faire la soustraction de 1 sur 12 moins 1 sur 30, j'ai le choix de soit y aller avec la calculatrice ou avec le dénominateur commun. Je vais faire les deux méthodes. Tu pourras les observer puis ensuite déterminer qu'est-ce que toi tu préfères. Donc, pour aller le mettre sur le même dénominateur, je vais utiliser le dénominateur 60. Donc, ici, je vais faire fois 5 fois 5 et je vais obtenir 5 sur 60 ohms. Puis, pour le 1 sur 30, je vais aller faire fois 2 fois 2. Donc, 2 sur 60 ohms. Ça, c'est égal à 1 sur R1. Maintenant, je peux faire ma soustraction facilement. Donc, 3 sur 60 ohms est égal à 1 sur R1. Il me reste à aller simplifier ma fraction. Donc, je peux diviser par 3, diviser par 3. Donc, 1 sur 20 ohms est égal à 1 sur R1. Ce qui fait que la résistance 1 est égale à 20 ohms. Et je l'ajoute dans mon tableau. Cette portion-là du calcul, c'était tout ça ici, là, à partir de là. C'était en utilisant la fraction avec le dénominateur commun. Maintenant, je vais le faire comme si on le tapait dans la calculatrice. Donc ça, c'est le début du calcul qu'on vient juste de faire. Là, on va continuer comme si on voulait taper dans la calculatrice. Donc, c'est super important de prendre toute la fraction et de soustraire toute l'autre fraction. Donc, pour la calculatrice, on va aller se mettre des parenthèses pour qu'elle fasse les bonnes opérations, en fait. Donc, 1 divisé par 12, on ferme la parenthèse, moins, on ouvre une autre parenthèse, 1 divisé par 30. Et ça va être égal à 1 sur R1. Lorsqu'on le tape dans la calculatrice, 1 divisé par 12 moins 1 divisé par 30, on obtient 0,05. Ça, c'est égal à 1 sur R1. Maintenant, pour aller isoler R1, on peut faire un produit croisé. Ici, on va aller y ajouter un petit sur 1 pour être capable de faire un bon produit croisé. Donc, on va faire 1 fois 1 divisé par 0,05. Je vais aller ici. À R1. Et on va obtenir la même réponse qu'avec la méthode des fractions. On va obtenir 20 ohms. Donc, que tu utilises la méthode des fractions ou la méthode de la calculatrice, on a obtenu le même résultat. Donc, les deux fonctionnent très bien. Tu y vas avec ta préférence. Maintenant, avec ce qu'on a dans le tableau, on connaît le I et le R de l'ampoule 1. Donc, ma prochaine question pour toi, ça va être d'aller déterminer quelle est la tension aux bornes de l'ampoule 1. Est-ce que c'est 0,025 volts, 10 volts ou 40 volts? La réponse, c'est 10 volts.
Donc, pour déterminer la tension aux bornes de l'ampoule 1, on va aller utiliser la loi d'Ohm. Donc, on n'aura même pas besoin d'aller isoler la variable puisque dans cette formule-là, c'est déjà isolé pour nous, donc c'est super. La résistance, c'est celle qu'on vient de trouver, le 20 ohms. Et l'intensité du courant, c'est 0,50 ampères. On fait la multiplication, donc 20 fois 0,50 et on obtient 10 volts qu'on va aller mettre dans notre tableau. Pour le circuit en parallèle, on a la deuxième loi de Kirchhoff qui dit que la tension aux bornes de chaque composant est identique. Donc, le US est égal à U1 est égal à U2 est égal à U3 et ainsi de suite va nous être utile pour aller remplir toute la colonne U, vu qu'on vient de trouver l'une des valeurs de U qui était de 10 volts. Donc, je vais quand même laisser les traces de ma démarche parce que c'est super important. Donc, U1, U2, et c'est tout, j'en ai pas d'autres. Et tout ça, c'est égal à 10 volts. Donc, on vient remplir toute notre colonne de tension avec la valeur de 10 volts. Maintenant, on aurait deux options. Soit qu'on va aller déterminer l'intensité du courant de l'ampoule 2 ou l'intensité du courant de la source. Donc, à ce moment-là, ce serait à ton choix. Allons-y avec l'ampoule 2. Donc, quelle est l'intensité du courant qui circule dans l'ampoule 2? Est-ce que c'est 0,33 ampères, 0,50 ampères ou 3 ampères? La réponse, c'est à 0,33 ampères. Pour trouver l'intensité du courant dans la deuxième ampoule, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc, U est égal à R fois I. Cette fois-ci, on veut isoler le I, donc on va aller diviser par R de chaque côté. On reste avec U sur R est égal à I. On peut maintenant venir remplacer dans la formule. Donc, le U, c'est 10 volts. Le R, c'est 30 ohms. Et ça, c'est égal à I. Donc, on fait 10 divisé par 30 et on obtient 0,33. Techniquement, c'est 3, mais on va se garder deux chiffres après la virgule. Ampères. Et ça, c'est égal à I. On vient le mettre dans notre tableau. La dernière information qui nous reste à trouver, c'est l'intensité du courant qui circule dans la source. On aurait deux moyens de le faire, soit avec la loi d'Ohm, connaissant le U et le R, ou avec la première loi de Kirchhoff concernant l'intensité du courant, donc en allant additionner l'intensité du courant qui circule dans les composantes, on obtient l'intensité du courant qui circule dans la source. Donc, vu qu'on ne l'a pas utilisé jusqu'à maintenant, c'est l'option que je vais choisir. Donc, on sait que le I de la source est égal à I1 plus I2. I1, c'était 0,50 ampères plus 0,33 ampères, qui est mon I2. On fait l'addition et on obtient 0,83 ampères. Et c'est le courant qui circule dans la source. Donc maintenant, toutes les variables sont trouvées dans le tableau. Ça veut dire qu'on a répondu à l'énoncé de départ. On a terminé l'exemple. Ça conclut la deuxième partie de la mini-récup. Je reviens avec toi sur les stratégies qui sont importantes quand on fait des calculs dans les circuits électriques. Donc, il faut toujours commencer par se demander est-ce qu'on est en présence d'un circuit en série ou un circuit en parallèle? Parce que ça va influencer notre choix de formule. Si on est dans un circuit en série, on va plutôt utiliser celle-là. Si on est dans un circuit en parallèle, on va plutôt utiliser celle-là.
La loi d'Ohm, elle, ça n'a pas d'importance, on peut l'utiliser tout le temps. Rappelle-toi que en situation d'évaluation, tu as généralement les formules, mais on ne te dit pas lesquelles sont pour le circuit en série et lesquelles sont pour un circuit en parallèle. Ça, ce sont des choses que tu dois savoir par toi-même, ça ne te sera pas donné. Ensuite, on utilise un tableau pour faire le suivi de chacun des calculs qu'on fait afin de trouver toutes les données nécessaires dans le problème. Et finalement, on applique les différentes formules, pas nécessairement dans l'ordre, mais on va appliquer les lois de Kirchhoff, la loi d'Ohm et les formules pour les résistances équivalentes. Donc, j'espère que la mini-récup va t'avoir aidé et je te souhaite bonne chance pour la suite.